le point de départ de cette histoire, c'est Hitler. Mais voyez, il y a un mot en hébreu ancien qui dit « léhavdil ». Le judaïsme, qu'est-ce que c'est ? C'est une terre, un peuple, une loi. Le sommet, c'est Israël. Alors il était temps de reprendre ce podcast « Zemmour, Israël et les Juifs » parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière émission, et notamment cet échec cuisant d'Éric Zemmour aux législatives, où il a réalisé un score proche de 0, également la trahison de Marion Maréchal, et on s'interroge aujourd'hui sur l'avenir d'Éric Zemmour. Alors Mickaël, pourquoi cet échec ? Alors pour comprendre cet échec récent, les déboires récents d'Éric Zemmour, ce que je propose, c'est de d'abord revenir à ce qu'on avait dit précédemment dans les anciens épisodes. C'est-à-dire que, premièrement, le projet d'Éric Zemmour pour la France est un projet d'inspiration purement juive, c'est-à-dire qu'il a calqué le nationalisme juif régénéré sur un projet de régénération de la France. Il avait lui-même expliqué que le judaïsme, c'était une terre, une loi, un peuple, et que, en gros, c'était ce qu'il voulait pour la France également. Dans un autre épisode, j'avais expliqué comment il comptait s'y prendre. J'avais fait le parallèle entre la personnalité d'Éric Zemmour et le personnage de Moïse comme étant quelqu'un d'extérieur au peuple qui se propose d'éduquer le peuple, de lui montrer la voie pour le sortir de son idolâtrie. Dans le cas actuel de la France, c'est pour la sortir du gauchisme mental issu de la Shoah, qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Ça, c'est pour poser le cadre. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas été en réalité ? Pour moi, il y a une centralité justement de la tension entre judaïsme et christianisme. C'est pas pour rien que Zemmour en fait régulièrement des tonnes sur ce qu'il appelle lui-même le judéo-christianisme. Il en parle tellement que ça en devient suspect. C'est-à-dire que Zemmour, je pense, est lui-même conscient de cet antagonisme entre judaïsme et christianisme sur ces sujets fondamentaux. Et je pense que c'est ce qui a joué ici dans les échecs de Zemmour récents. En réalité, on l'avait déjà dit précédemment, c'est que Zemmour lui-même pense que le christianisme est bel et bien la cause profonde des maux actuels de la France. Il voit dans le christianisme une charité exagérée qui confine au suicide, ce qu'il a appelé lui-même le suicide français. Donc, le problème qu'il va avoir avec le peuple français, c'est que depuis la présidentielle, lui se pose en Moïse, mais qu'en réalité, les Français, eux, ce qu'ils attendent, c'est le Christ. Jeanne d'Arc, à qui Zemmour s'est comparé lui-même dans « La France n'a pas dit son dernier mot », a sauvé la France par son sacrifice. Et par conséquent, c'est ce qu'attendent les Français. Et Zemmour, lui, n'est pas dans cette optique-là. Il est dans une optique d'enseigner, mais ensuite de continuer à diriger le peuple. Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer l'attitude de Marion Maréchal qui, après avoir rejoint Éric Zemmour, l'a trahi d'une certaine manière au lendemain des élections européennes ? Absolument, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que Marion, qui est ouvertement chrétienne, elle est d'ailleurs une des personnalités politiques qui met le plus son christianisme en avant. Ce qu'elle a fait en réalité, une fois que le RN n'a pas voulu faire l'alliance avec Reconquête, elle a tout bonnement demandé à Zemmour de se sacrifier. Elle lui a dit, écoute, il n'y a pas d'accord avec le RN, mais tu dois te retirer pour sauver la France. Mais Zemmour, lui, en bon juif, il demande la loi, rien que la loi. Il dit non, s'il n'y a pas d'accord, moi, je n'ai pas à me sacrifier. Donc, en fait, il a été poussé par sa base même et par ses proches, en l'occurrence la plupart des cadres de Reconquête, il a été poussé à une position christique. Et là, on retrouve une controverse très ancienne entre judaïsme et christianisme, c'est-à-dire est-ce qu'il faut abolir la loi, c'est-à-dire est-ce que le sacrifice doit passer avant les règles. Cette demande de montrer une patte blanche chrétienne avait été déjà, selon moi, la raison du délai que De Villiers avait mis à se rallier à Zemmour pour la présidentielle. Et il lui avait demandé de faire une sorte de conversion symbolique avec le voyage en Arménie que j'ai développé dans l'épisode 5. En définitive, ce à quoi Éric Zemmour et Reconquête est réduit, c'est ce qu'on appelle dans la politique française une candidature de témoignage, c'est-à-dire
qui n'est là que pour porter certaines idées, tout en n'ayant pas l'aspiration à prendre le pouvoir. Et ça ne peut que rappeler la tolérance que l'Église a envers l'existence des Juifs en tant que peuple témoin. J'ai d'ailleurs un extrait où Zemmour lui-même prend acte de la situation et où il dit que désormais, il sera là pour attester, comme il dit, de ses convictions il est là pour dire la vérité. On comprend le hiatus entre Éric Zemmour et le peuple français, entre Éric Zemmour et Marion Maréchal, mais est-ce que c'est forcément incompatible ? Est-ce que ces positions peuvent se réconcilier ? Alors justement, c'est très problématique, parce que là, on touche à l'essence de la position traditionnelle juive et la position traditionnelle du christianisme. C'est en cela qu'il y a une tragédie dans la candidature de Zemmour. Il y a quelque chose qui ne peut pas se résoudre. On sait que le christianisme, c'est essentiellement, à l'origine, la séparation entre le politique et le religieux, entre le temporel et le spirituel, entre ce qu'on a appelé la séparation de l'Église et l'État. Ça, déjà, ça se combine pas tellement avec la position traditionnelle d'Israël. Mais, si je vais encore plus loin, cette séparation entre le religieux et le politique a donné au sein même du politique ce qu'on a appelé la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire la séparation entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Si je reprends le modèle de la Torah, quelqu'un comme Moïse, par exemple, détenait lui-même ces trois pouvoirs. Il n'y avait pas de séparation. Moïse était le législateur, il était aussi chef de guerre et il était aussi juge. Zemmour, qui s'inspire officiellement de Napoléon, qui lui aussi avait ces trois pouvoirs. On connaît Napoléon, le chef de guerre, on connaît Napoléon, l'empereur, et on connaît Napoléon, le rédacteur du Code civil. Donc, Zemmour s'inspire de ce refus de la séparation des pouvoirs. Il a clairement une tentation dictatoriale, mais il ne faut pas oublier que, en fait, Napoléon lui-même s'inspirait de Moïse dans ce cas-là. Il se voyait lui-même comme un étranger qui venait apporter la lumière à la France, aux Français. Et il suffit de visiter le tombeau de Napoléon aux Invalides pour se rendre compte que le parallèle entre Napoléon et Moïse est total. Ce que tu veux dire, c'est que Zemmour poursuit une tradition juive de non-séparation des pouvoirs ? Exactement. L'idée traditionnelle juive, l'idée de la Torah, c'est que si la Torah est vraie et si ceux qui s'en réclament sont sincères, les différents pouvoirs ne sont pas censés s'opposer. C'est pour ça que lors des législatives, là, une fois qu'il était complètement isolé, il a abattu son jeu juif en prenant pour slogan le pouvoir de dire la vérité ou la volonté de dire la vérité, etc. Donc quelque chose autour de la vérité. Autrement dit, nous, on est attachés à la vérité, donc à ce moment-là, on n'a plus besoin de cette séparation entre le juge, entre le législateur, entre le chef d'État. Et ça se relie à un combat très ancien de Zemmour contre les juges, contre le Conseil constitutionnel, qui, selon lui, ne doivent pas se mêler de politique. Ça trouve aussi un écho à ce qui s'est passé récemment en Israël avec la réforme, ce qu'on a appelé la réforme judiciaire. On se rappelle à ce propos que le premier essai politique de Zemmour s'appelait le coup d'État des juges, où justement, il fustigeait le fait que les juges non élus s'occupaient des affaires de la cité. Pourquoi, cela dit, il réussit à faire plus de 7% à la présidentielle et qu'il accuse un score aussi faible aux législatives ? Ce qui s'est passé, c'est le 7 octobre en réalité. C'est-à-dire que là, il y a quand même eu une rupture. Pendant la présidentielle, Zemmour a vendu aux Français l'idée qu'il faisait partie de leur peuple. C'est-à-dire à aucun moment, il s'est posé effectivement, comme Napoléon le faisait, comme étant quelqu'un d'extérieur qui venait leur apporter une loi, les sauver en réalité. Il a énormément insisté, de manière parfois suspecte d'ailleurs, sur le fait qu'il était très français, appartenait à la France, qu'il rejetait toute autre appartenance, ce qui était évidemment faux, qu'on a démontré. Et ce qui s'est passé lors du 7 octobre, pour Zemmour, mais comme pour tous les juifs du monde entier, c'est qu'on s'est rendu compte que malgré toute la compassion qu'on pouvait avoir pour le peuple juif et pour l'horreur de ce qui s'était déroulé, les goïms se sont rendus compte que, en fin de compte, les juifs appartiennent à un peuple séparé
qu'ils ont leur pays à eux. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de divorce qui se fait, même si c'est un divorce à l'amiable. Et donc, c'est pour ça que la voix, selon moi, de Zemmour a porté déjà de moins en moins au sein de son propre parti, avec les non-juifs de son parti, ce qui a fait dire d'ailleurs qu'en réalité, les seuls qui sont restés, c'est les juifs, pour pas dire seulement lui et Sarah Knafo, pour être un petit peu dur, mais c'est une réalité. Et c'est quelque chose que, en fin de compte, tous les Juifs de France ont expérimenté. D'ailleurs, à ce propos, il y a des propos à demi-mot où Zemmour et Sarah Knafo ont parlé, ils l'ont pas dit comme ça, mais selon moi, de l'antisémitisme qu'il y avait chez certains de leurs collaborateurs, ce qu'ils appelaient l'entourage de Marion Maréchal. Zemmour a dit ces gens n'ont jamais accepté mes proches, un truc comme ça. Et Sarah Knafo a dit Marion n'a jamais été heureuse chez nous parce que c'était pas sa famille. Elle a dit un truc dans le genre. Donc elle a dit à demi-mot qu'il y avait effectivement un divorce entre deux peuples. Et ce divorce entre les juifs et les autres, on l'a vu même dans d'autres partis politiques. Il y a eu ce qu'on a appelé à gauche une purge. C'était en fait une purge de ceux qui étaient juifs ou qui étaient proches des juifs. On parle de Glucksmann, de Gage. Voilà, de Gage, même des commentateurs comme Julien Drey. Il y avait des gens qui n'étaient pas forcément juifs, mais qui étaient, on va dire, pas contre Israël au sein de la LFI, comme Corbière ou Autain ou Garrido, qui eux-mêmes se sont fait purger, mais en fait, ils se sont fait purger pour sionisme, il faut le savoir. Et donc, il y a eu ce que j'appelle ce divorce entre les juifs et les autres, et en fin de compte, c'est quelque chose qui est arrivé dans le monde entier. Donc, j'en conclus que Éric Zemmour n'a pas d'avenir dans la politique française. Ça, on peut pas le savoir. Disons que selon moi, si Napoléon a pu exister dans l'histoire de France, un nouveau Napoléon, même si les Juifs, peut exister. Ça peut être Zemmour, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, effectivement, dans l'onde de choc du 7 octobre, je pense que c'est mal parti. D'ailleurs, si on considère Zemmour comme étant tenant de la tradition hébraïque, la tradition mosaïque, en écoutant Sarah Knafo, qui est vraiment, on ne peut plus juive dans ses références et sa manière d'expliquer, dans ses valeurs morales, elle, c'est vraiment la tenante de la Torah orale. J'ai un extrait où elle te dit, c'est la halakha, quoi. Elle te dit, la loi doit évoluer en fonction des circonstances. Ça, c'est quelque chose qui est très dur à entendre pour des chrétiens avides de dogmes. Merci, Mickaël. Éric, fidèle à ses idéaux, ne pouvait trahir sa propre foi. Moïse et Napoléon en héros, il refusait de suivre cette voie. Marion, avec son cœur catholique, espérait un geste épique. Mais Éric, guidé par sa morale, choisit d'agir dans ce monde sans voile.